Je me suis rendu compte d'un gros problème hier durant l'incendie. Dès que l'alarme a sonné, tous les élèves du lycée se sont affolés et n'ont pas respecté les procédures indiquées par leur professeur. Ils se sont donc précipités vers la sortie de leur salle de classe, provoquant bousculade et un fort ralentissement avant de pouvoir sortir. Oui, je l'ai remarqué moi aussi. La situation aurait pu être dangereuse car ils ont pris du temps à quitter leur classe et leur établissement. Alors, les amis, essayons de comprendre ce qu'il s'est passé. Dans ce genre de situation, ce que l'on souhaiterait, c'est d'avoir un débit de personnes qui franchissent la porte qui soit maximal. La formule du débit, c'est Q est égal à V fois S. V étant la vitesse des personnes et S étant la surface du chemin qu'ils parcourent. Autrement dit, pour augmenter le débit, il faut augmenter la vitesse ou la surface. Que se passe-t-il quand tout le monde se précipite, c'est-à-dire en utilisant le chemin le plus court, qui est celui directement vers la porte? Eh bien, quand la personne est loin de la porte, la surface disponible est importante. Cependant, plus elle va se rapprocher de la porte, plus la surface va diminuer et avec elle donc le débit. De ce fait, plus ils se rapprochent de la porte, plus leur vitesse a tendance à chuter pour éviter de percuter les autres individus. Donc, à la sortie, le débit est très faible et le risque de bousculade est très fréquent. Cela pouvant engendrer du stress chez certains élèves et par cela engendrer de multiples violences lors du trajet. Cela nous fait donc comprendre que le trajet direct vers la sortie n'est pas forcément la meilleure solution pour pouvoir quitter l'établissement rapidement. Mais alors, comment faudrait-il faire? Revenons à notre formule Q est égal à V fois S, que l'on souhaite maximiser. S à la sortie de la salle est figé, et donc connu. C'est la surface de la porte, et ça, on ne pourra pas l'augmenter. Donc, c'est sur la vitesse qu'il faut jouer. La vitesse des élèves au niveau de la porte sera maximale si tous les élèves se présentent en ligne droite face à la porte et l'un derrière l'autre. Cependant, il ne suffira pas d'organiser dans la salle un simple couloir dans lequel les élèves vont pouvoir accélérer pour sortir, car cela reviendrait finalement à générer un niveau à l'entrée de ce couloir virtuel, le même problème que l'on avait au niveau de la porte tout à l'heure, bouchon et bousculade. Ce qu'il faut donc, c'est que tous les élèves de la classe s'alignent les uns derrière les autres pour former un serpentin. Ainsi, personne ne sera gêné par quelqu'un d'autre et tout le monde pourra atteindre sa vitesse maximale de franchissement de la porte. On a donc réussi à maximiser le débit et à minimiser le temps nécessaire pour vider la salle. Bien entendu, cela demanderait beaucoup trop de discipline puisque les personnes près de la porte vont être tentées de sortir plutôt que de rester dans la file et d'attendre leur tour. Mais finalement, c'est pour cela que dans les aéroports, on nous demande de suivre des serpentins. Tout à fait, bien sûr, le jour où il n'y a personne, c'est embêtant. Mais lorsqu'il y a de la foule, cela évite de graves problèmes. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont les caractéristiques d'une bulle de savon? Tout d'abord, une bulle de savon doit avoir une énergie minimale. C'est pourquoi son air est minimal. De plus, elle doit être convexe. Enfin, le volume d'une bulle doit être suffisamment grand pour contenir une air importante et que celle-ci n'explose pas. Action. Une bulle doit être convexe, mais qu'est-ce que la convexité? Ceci est un objet concave. Pourquoi? Donc si on relie un point A à un point B, au milieu on peut voir que c'est creux. Cette mandarine est convexe. Si l'on relie ce point-là avec celui-ci, il passe forcément par la chute. Maintenant, passons au calcul. Le but est de comparer trois aires différentes. Celles d'un cube, d'un sphère et d'un cylindre. Pour comparer ces aires, nous passons par le volume pour trouver les valeurs manquantes. Nous devons trouver trois volumes identiques. Pour cela, nous appliquons les formules. Pour le cube, nous trouvons un côté, donc de 2 mètres. Pour la sphère, nous appliquons le calcul et nous trouvons R, ainsi que pour le cylindre, où nous utilisons H égale 1 pour en prendre un en particulier et pas une infinité. Maintenant, passons à la deuxième étape. Nous calculons les aires. Pour cela, nous trouvons les valeurs que nous avons trouvées avec les volumes. Du coup, nous remplaçons le A, nous remplaçons le R et le R1 pour trouver au final trois aires différentes. L'aire du cube est donc de 48 m², l'aire de la sphère est de 19,34 m², l'aire du cylindre est de 26,03 m². En conclusion, l'aire du cube est supérieure à l'aire du cylindre, et l'aire du cylindre est supérieure à l'aire de la sphère. La condition est donc bien respectée.
Toutes les caractéristiques sont bien respectées, d'où la forme sphérique de la bulle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao! Ciao! Faisons une expérience. Mettons une barre chocolatée sur une table, partons et revenons un moment plus tard. Notre barre est maintenant devenue le festin de toute une colonie de fourmis. Nous pouvons cependant nous demander comment les fourmis, dépourvues d'intelligence individuelle, parviennent-elles à localiser de la nourriture de manière si efficace? Les fourmis ouvrières assurent la survie de la colonie en trouvant et rapportant de la nourriture. Cette tâche optimisée par les fourmis repose sur un système de transmission d'informations. Des chemins se créent donc naturellement par les fourmis et de la même manière, nous construisons nos routes. Mais donc, comment représenter ces chemins graphiquement? Les graphes semblent être la solution idéale. Un graphe est un ensemble de nœuds et d'arêtes reliés entre eux. Nous prenons donc ici deux points spéciaux sur un graphe N nourriture, F fourmilière. En voici donc un exemple. Il est important de noter que le graphe sur lequel nous travaillons est connexe, c'est-à-dire que tous les nœuds sont reliés entre eux par au moins un chemin. En d'autres termes, comme nous le voyons ici, il n'y a aucun nœud isolé. Mais alors, comment passe-t-on de ce chaos apparent à ce chemin organisé que les fourmis empruntent en masse? La réponse se tient dans les phéromones. Lorsqu'une fourmi finit par trouver de la nourriture, elle ne garde pas cette information pour elle. En revenant à la fourmilière, elle dépose sur le sol une trace chimique que ses congénères peuvent détecter. Et voici où cela devient intéressant. Plus un chemin est emprunté par les fourmis, plus il est renforcé par ces fameuses phéromones. Cela attire d'autres fourmis et peu à peu, les trajets aléatoires se transforment en un chemin optimal pour que les colonies atteignent la nourriture. Une question survient alors. Comment la première fourmi arrive-t-elle sans phéromones à trouver la nourriture? Eh bien, voici un fait surprenant, elle ne le choisit pas. Son trajet est aléatoire. Imaginez une fourmi dans une voiture qui arrive à une intersection avec plusieurs chemins possibles. Que fait-elle? Elle en choisit un au hasard avec une probabilité égale pour chaque option. Sans aucune préférence, autrement dit, son parcours est totalement imprévisible. Cette théorie mathématique s'appelle la marche aléatoire. Elle possède des propriétés intéressantes, notamment qu'avec un temps infini, le marcheur atteindra tous les nœuds. Pour nos fourmis, cela veut dire que même si on dépose un tacos de viande poulet tender sarissa au sommet du mont Fuji, la fourmi finira forcément par le trouver tôt ou tard. L'algorithme de colonies de fourmis simule le comportement collectif des fourmis en modélisant leur déplacement individuel. Lorsqu'une fourmi trouve une source de nourriture, elle dépose des phéromones sur son chemin, attirant ainsi ses congénères jusqu'à l'épuisement de la ressource. Jusqu'ici, rien de bien nouveau. Résultat, la première fourmi découvre la chips, signale sa présence à toutes ses congénères. Avec les phéromones et un peu de temps, toute la colonie converge vers la source. Mais il fait beau? Mais je pensais qu'il allait faire froid. C'est vraiment trop aléatoire la météo. Comment ça la météo c'est aléatoire? La météo c'est pas aléatoire, c'est chaotique. Et oui cher ami, comme l'a dit mon collègue, la météo n'est pas aléatoire, elle est chaotique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Le chaos, selon la théorie du chaos en mathématiques, est un désordre apparent dans un système déterministe. Cela signifie que les règles du système sont bien définies, mais qu'il est très sensible aux conditions initiales, rendant ses évolutions à long terme extrêmement difficiles à prévoir. Si nous connaissons tous les paramètres initiaux, nous pouvons assurément prévoir n'importe quelle phase de notre système. Un exemple connu de système chaotique est le double pendule. Comme nous pouvons le voir ici, un changement d'angle infime au départ amène à deux trajectoires complètement différentes par la suite. L'aléatoire, mon cher ami, contrairement au chaos, est un désordre total, sans règle précise ni lien de cause à effet. Les événements sont imprévisibles par nature et ne suivent aucune loi déterministe. Si nous connaissons toutes les conditions initiales d'un système aléatoire et qu'il est répété plusieurs fois, nous aurons quand même des issues différentes. Vous comprenez donc pourquoi la météo n'est pas aléatoire, mais chaotique. Le processus du mélange du lait dans le café est également chaotique. Il dépend de nombreux facteurs initiaux comme la température du café et la vitesse à laquelle le lait est versé. De petites variations peuvent entraîner des motifs de mélange très différents. Comme nous l'avons dit précédemment, si on respecte les principes de la physique classique de Newton,
il est pratiquement impossible de générer de l'aléatoire. C'est le principe du déterminisme. Le seul vrai moyen de générer de l'aléatoire, c'est grâce à ce qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est l'étude des corps microscopiques. Et donc en physique quantique, on a un principe très important qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ce principe, il permet de faire énormément d'expériences, notamment au niveau de l'aléatoire. Les électrons ne sont pas des particules fixes. Autour de l'atome, il y a ce qu'on appelle des zones de probabilité des électrons. Imaginons qu'on mesure la position d'un électron à un instant t, et bien la position de cet électron est purement aléatoire. Et également en physique quantique, on étudie énormément les photons. On a remarqué en faisant une expérience que si on prenait un mur avec 2 fentes dans ce dernier, et qu'on lançait des photons vers ce mur, eh bien les photons vont en quelque sorte choisir si elles vont passer à droite ou passer à gauche, la fente de droite ou la fente de gauche. Ce choix est purement aléatoire. On a 50% de chance de voir les photons aller à droite et 50% de chance de voir les photons aller à gauche. Et donc, en fonction de s'ils vont à droite ou à gauche, on va associer un nombre, par exemple 0 ou 1, et on va pouvoir enfin transformer cette suite de binaires en un nombre, généré donc purement aléatoirement. Donc nous pouvons en conclure que dans la nature, l'aléatoire, ça existe bien grâce à la physique quantique. Oh là là, Jamy, une ambulance derrière nous. Mais attends, pourquoi le mot ambulance est écrit à l'envers sur le capot? C'est une erreur? Mais non, Fred, c'est complètement volontaire. Quand tu regardes ton rétroviseur, le miroir inverse l'image de gauche à droite. Donc s'il y avait écrit ambulance normalement, tu ne pourrais pas lire correctement. Mais grâce à un petit tour de physique et de mathématiques, les conducteurs peuvent lire le mot dans le bon sens et agir rapidement. Ah ouais, c'est malin. Mais comment ça marche exactement? Eh bien, ça fait appel à plusieurs notions qu'on apprend en terminale. On va parler de symétrie géométrique, de la réflexion de la lumière et même de transformation mathématique. Tu verras, c'est pas sorcier. Allez, en route pour l'explication. Tout d'abord, qu'est-ce que la symétrie axiale? En géométrie, la symétrie axiale est la transformation d'une forme pour obtenir son effet miroir. Elle reproduit le même effet que lors d'un pliage. Cela signifie que tout ce qui est à gauche apparaît à droite dans le miroir et inversement. Comme par exemple avec les lettres du mot ambulance qui sont tracées horizontalement, on obtient ainsi ça. Le rétroviseur agit en réfléchissant les rayons lumineux avec les lois de la réflexion. Lorsque les rayons lumineux vont venir du mot ambulance, sur le rétroviseur, vont taper le rétroviseur au niveau du point d'incidence. Lorsqu'ils vont être réfléchis, ils vont suivre donc la loi de la réflexion avec la règle angle d'incidence est égal angle de réflexion. De plus, cette réflexion va donc inverser de façon horizontale l'image. Pour vous le visualiser, le A qui se trouve au début du mot ambulance, donc à gauche, lorsqu'il va taper le rétroviseur, va se retrouver à droite. Un rayon lumineux matérialise le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Dans un milieu homogène, transparent et isotrope, la lumière se propage en ligne droite, donc comme dans l'air. Ainsi, chaque lettre du mot ambulance va se propager en ligne droite vers le rétroviseur. L'inversion du mot ambulance en mathématiques peut être décrite à l'aide de matrices de transformation. En effet, en mathématiques, une symétrie axiale par l'axe vertical en x égale à 0 peut être décrite par la matrice suivante. Donc S est égal à -1, 0, 0, 1. Donc c'est-à-dire que si un point a pour coordonnées x, y, donc après réflexion, cela va donner -x, y. Donc par exemple, si un point a pour coordonnées 1 et 1, après réflexion, ça va donner -1, 1. Donc cette transformation explique pourquoi nous voyons les lettres inversées latéralement de notre rétroviseur à l'avant de la voiture de l'ambulance. Et ben voilà, Jamy, grâce aux maths et à la physique, on a compris pourquoi ambulance s'écrivait à l'envers. C'est pourquoi les automobilistes remarquent plus rapidement. Exactement, Fred. Grâce à la symétrie des miroirs, à la réflexion de la lumière et aux transformations géométriques, les conducteurs peuvent lire correctement le mot ambulance dans leur rétroviseur. Et ces secondes peuvent sauver des vies. Si le conducteur réagit plus vite en voyant une ambulance, il pourra plus facilement s'écarter et laisser passer les secours. C'est pas sorcier.